Bonjour à vous toutes et tous et merci toujours d'être présents avec nous, toujours plus nombreux, vraiment, ça nous fait très plaisir, vous vous en doutez. Je suis aujourd'hui toujours entouré de mes chroniqueurs et chroniqueuses présentes. Merci à vous Delphine, merci d'être là, bonsoir. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir. Céline. Bonsoir. Bonsoir. Alix, merci. Bonsoir. Bonsoir, David. Bonsoir Marc. Ouais, super. Tu nous prévois des petits... C'est calme aujourd'hui ou Sur c'est... moi, non. Parce qu'on est quand même sur un sujet dominant. Non. Non, mais préviens-moi. Non, cette émission, je suis hyper connecté, t'inquiète. Oui, mais le problème, c'est que tu alimentes le thème de la... En ne me prévenant pas, tu alimentes le thème de la soirée. Donc, Je fais monter ton anxiété. oui, c'est cela. Donc, vous l'aurez compris, nous faisons aujourd'hui la deuxième partie liée au stress et à l'anxiété, sujet de société majeur. Tout le monde connaît ces deux mots. Et on va essayer cette fois-ci d'avoir une approche scientifique. La première fois, c'était des témoignages sur, vous vous souvenez, sur ces deux personnes qui étaient venues témoigner justement de la façon dont elles vivaient leur stress et leur anxiété. Et là, aujourd'hui, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair avec peut-être le cerveau, avec le cortisol, avec... en tout cas, ça va être une approche scientifique, c'est passionnant, vous allez voir. Et nous aurons les réponses à cette problématique de stress et d'anxiété, sur comment l'appréhender, comment peut-être lutter contre, si tant est qu'on puisse y arriver, dans une troisième émission que vous aurez de toute façon courant décembre. Voilà. Donc, une fois de plus, merci à vous d'être là. Alors, on en parle évidemment dans les médias, dans les écoles, dans les entreprises, dans les familles, partout, le stress est présent et il ne cesse de nous tourner autour. On va essayer justement de voir les mécanismes biologiques, cognitifs, hormonaux, pourquoi pas, qui nourrissent l'anxiété, pourquoi certaines personnes basculent dans un stress qui peut devenir chronique. Qu'est-ce qui différencie une réaction normale d'une réaction envahissante? Comment expliquer l'explosion actuelle des troubles anxieux, de l'éco-anxiété? Vous vous souvenez, Delphine, c'est quoi le mot? Solastalgie. Solastalgie, je n'arrive pas à l'imprimer. Il va falloir que je passe... je vais demander à Lia comment elle fait. Bon, c'était un petit clin d'œil à l'émission dernière. Et surtout, donc, effectivement, comment expliquer cette explosion de troubles anxieux. Alors, nous accueillons aujourd'hui Frédéric Chauveau. Merci Frédéric d'être venu parmi nous. Vous êtes chercheur à l'Université Paris-Saclay. Et alors, grâce à vous, je vous laisserai vous présenter un peu plus tout à l'heure, mais alors grâce à vous, on va essayer justement d'avoir une approche totalement expert sur cette problématique de stress et d'anxiété. Et je trouve ça intéressant, vous savez, on a évoqué la notion d'expertise. Nous sommes une émission sur la santé mentale. On essaye toujours d'avoir un regard le plus proche, le plus scientifique possible. On fait venir sur ce plateau pour parler à chaque fois d'un sujet des personnes qui sont très imprégnées du sujet et qui sont experts en la matière et non pas qui se disent experts en la matière. Vous savez que la toile est truffée d'experts sur le stress qui donnent des conseils en long, en large et en travers. Alors pourquoi pas, chacun est libre d'aller les chercher, mais nous on aime bien recentrer un peu les choses et s'appuyer sur des professionnels de chaque thème que nous évoquons pour vous autour de la santé mentale toutes les semaines. Quelques chiffres, les troubles anxieux sont des troubles mentaux les troubles mentaux les plus fréquents au monde. 4,4% de la population mondiale. 4,4%, c'est quand même pas rien. Selon l'OMS, 359 millions de personnes dans le monde souffraient de troubles anxieux en 2021. Donc en fait, on est quand même juste post-Covid. Alors, j'imagine que l'effet Covid a dû bien gonfler les chiffres. Je verrai avec Frédéric après, mais je pense qu'effectivement, ça doit être des chiffres. J'espère que ça diminue, mais enfin, en même temps, on n'en sait rien. 27,6% des personnes ayant besoin de soins pour un trouble anxieux reçoivent effectivement un traitement adapté. Seulement, donc, un patient sur 3. Céline, je vais venir à toi, évidemment, parce que je voudrais savoir ce que tu en penses. Tu es médecin, je le rappelle, généraliste, dans ton cabinet. Qu'est-ce qui alerte en premier un patient stressé ou anxieux? Alors, médecin généraliste et médecin du travail, donc l'anxiété, c'est une grande partie de mon boulot quand même. Qu'est-ce qui m'alerte? Je dirais que c'est les troubles du sommeil, quand il commence à plus dormir, et que, étant épuisé, parce qu'en fait, le stress est très énergivore, donc
les patients, les salariés sont épuisés, ne dorment plus et n'arrivent plus à hiérarchiser et à prioriser. Et là, c'est excessivement difficile de les aider, en fait. Alors, en tant que médecin du travail, on discutait, on essaye de voir des solutions et je les oriente vers un professionnel de santé. En tant que médecin généraliste, c'est pareil. Mais quand c'est à ce niveau-là, c'est vraiment difficile à prendre en charge. On évoquait en 2021 une espèce d'explosion de troubles anxieux. Comme je l'évoque souvent, tu es jeune encore et j'imagine quand même que tu as une consultation depuis un moment. Mais est-ce que ça a changé? Est-ce que l'éco-anxiété, par exemple, ça existe? C'est récent, ça fait pas 30 ans que ça existe. Donc est-ce qu'il y a des choses qui apparaissent comme ça maintenant? On est dans un monde qui est assez instable avec des crises qui sont vraiment impactantes. Le Covid, on a tous été touchés par cet enfermement obligatoire. On a des guerres en Europe. Des crises économiques, climatiques, tout ça fait que, oui, on peut comprendre que les gens soient de plus en plus stressés. C'est logique en fait. On va voir ce que l'expert nous dit tout à l'heure, Frédéric. Il y a des pics de stress en permanence et donc le corps réagit. Les modes de travail, donc il y a une instantanéité permanente avec les mails, les multiples messageries, donc on reçoit des informations en permanence qu'il faut trier, qu'il faut hiérarchiser, qu'il faut prioriser. On fait sacrément travailler notre cerveau et les mécanismes du stress. Comment tu hiérarchises ça? Il y a un stress normal, réactionnel à un instant T, il y a un stress chronique, un stress pathologique. Comment tu... Alors... Sous couvert d'un expert, donc là, je suis vraiment mis sur la sellette. Non, mais le stress aigu habituel, c'est il y a une bête sauvage, un problème, une réunion qui se passe mal. Tout ça est traité de la même façon par le cerveau. On a un pic d'adrénaline. Une réunion et une bête sauvage, c'est superposé chez toi. C'est comme ça que tu... Ouais. Ok, très bien. Bon, je t'en prie. Et donc, on a un pic de stress qui nous permet de fuir ou de nous défendre contre la bête sauvage ou notre chef en réunion. Et puis ensuite, il y a moins de stress et puis ça redescend à un niveau normal. Bon, là, en fait, le stress chronique, c'est quand ça redescend plus à un niveau normal et que ça se maintient et que ça finit par être un peu épuisant. Attends, c'est intéressant parce que tu évoques des sujets que Frédéric connaît parfaitement puisqu'il a travaillé un petit peu avec les animaux, si j'ai bien compris. Est-ce que Frédéric, vous pouvez vous présenter rapidement sans nous mettre tout le CV parce que j'ai bien compris qu'il nous faudrait l'émission, mais juste un petit résumé. Merci de me briefer. Donc moi je suis chercheur en neurosciences. Donc neurosciences c'est un peu la biologie de l'organe cerveau, on va dire, pour faire simple. Et effectivement je travaille depuis une vingtaine d'années sur cette réponse de stress, ces états d'anxiété qu'on pourra peut-être définir plus tard. Et avec donc son côté biologique, on va dire matériel, nos neurones, nos hormones, nos sécrétions, donc notre corps. Et jusqu'à la composante un peu plus représentative mentale, psychologique et l'esprit. Et donc oui, ça m'anime depuis une vingtaine d'années, mais effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on connaît. On connaît beaucoup de choses maintenant, en plus avec le monde moderne, tout va plus vite, mais c'est vrai que les traitements, alors il y a des méthodes alternatives qui sont proposées, mais... Sur l'aspect des animaux, ouais. Est-ce que c'est intéressant? Vous m'aviez confié que vous travailliez... alors, la première chose qui vient à Céline, c'est la bête sauvage, ou les réunions, mais je ne vais pas vous emmener sur les réunions. Le règne animal, il fonctionne comment avec ça? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chez tous les mammifères, il y a une organisation anatomique fonctionnelle comparable pour les éléments basiques de type émotion. Donc les mammifères sont comparables. Pour la réponse de stress, je vais même aller jusqu'à l'algue unicellulaire. C'est-à-dire que tous les animaux, même les plantes, tous les êtres vivants ont cette réponse de stress. Donc effectivement, on ne va pas avoir les mêmes informations si on étudie une plante, un animal ou un humain. Mais en tout cas, cette réponse de stress est adaptative, elle est conservée parce qu'elle est vitale en fait. Ce que je veux juste rebondir là-dessus, c'est qu'on parle toujours du stress comme le mauvais stress, mais en fait ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le bon stress. Et en fait sans stress, vous ne serez plus là. Le stress a une valeur de survie de l'espèce, c'est-à-dire que si vous n'avez pas peur de tomber du vide en haut d'une falaise, vous allez mourir. Si vous n'avez pas peur d'un lion en face de vous, vous allez mourir. Donc survie de l'espèce et adaptation à l'environnement. Parce que c'est le stress qui nous alerte en haut d'une falaise? Alors, comment ça marche? Alors du coup, je vais commencer. Donc la définition du stress. Donc c'est un état, donc état transitoire, une réponse
À une menace, ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est l'intégrité biologique corporelle. Donc une menace. Donc, alors ça peut être une réponse basique, hein, avoir froid, avoir faim, c'est une réponse de stress. Le stress, il faut le voir comme une fonction très adaptative. D'accord ? Quand on parle de stress, souvent on mélange un peu tout, c'est-à-dire qu'il y a l'agent stressant, donc le stresseur, et la réponse. Et donc nous, c'est ce qu'on essaye de comprendre. Et alors dans le mauvais stress, je rejoins tout à fait. Effectivement, qu'est-ce que le mauvais stress ? Donc c'est souvent dans deux cas de figure, quand le stresseur est de trop forte intensité et qu'il n'est pas contrôlable, ou alors c'est qu'il est répété. C'est-à-dire que l'organisme n'a pas le temps de récupérer, on dort mal, et il y en a trop, et on est trop surchargé, et là effectivement on peut rentrer dans une forme de chronicité. Donc c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. D'accord. Tout à fait. Ça, tu as vu des patients rentrer dans une chronicité comme ça ? Mais c'est quoi ? Il y a une banalisation ? Ils s'habituent ? Ils s'habituent Ils sont épuisés, ils sont épuisés mais ils n'arrivent pas à dormir, il y a une espèce d'irritabilité, il y a des troubles de la mémoire, des troubles de la concentration, il peut y avoir des douleurs, enfin, en fait, au bout d'un moment, les symptômes sont assez multiples et sont très nombreux. Alors, un des critères quand même souvent quand ils arrivent, c'est trouble du sommeil et j'arrive plus à travailler, j'arrive plus à réfléchir. Je n'arrive plus à me concentrer. Donc et ça, oui. Ouais, je voulais rebondir dessus. Je veux bien, oui. Parce que nous, en tant que chercheurs, effectivement, il y a des gens qui s'intéressent vraiment à la réponse de stress, du point de vue neurobiologique, et puis il y en a qui font du sommeil. Parce que, voilà. Bon, nous, moi maintenant, on croise, en fait, on n'a pas de frontières. Le problème, c'est que le médecin, ou le psychiatre, il ne fait pas de sommeil, et le médecin qui fait du sommeil, il ne fait pas de psychiatrie. Et donc là, c'est vrai que ce type d'émission, si elle peut essayer de faire rencontrer, parce que le psychiatre dit le premier symptôme que je peux détecter, c'est les troubles du sommeil. Oui, mais est-ce que tu les mesures, les troubles ? Il ne mesure pas les troubles du sommeil, il ne sait pas lesquels sont. Donc c'est vrai que effectivement, je vous rejoins. Moi, mes collègues de psychiatres disent exactement la même chose. Le premier marqueur, c'est les cauchemars. Mais en fait, voilà. Donc je trouve que c'est très, très, très intéressant ce que vous dites. C'est intéressant, pourquoi les cauchemars sont-ils un marqueur de stress ? Alors, dans le trouble de stress post-traumatique. Ah, d'accord, ok. Dans le cas de, moi je travaille plus particulièrement sur le trouble de stress post-traumatique, les cauchemars, c'est un des symptômes décrits du DSM, donc le diagnostic psychiatrique international. Oui, tout à fait. Voilà. D'accord, c'est intéressant. Ouais. C'est un peu sur quoi je travaille. C'est pour ça que j'en parle. On va revenir dessus. Je garde les cannes à pêche dans l'eau. Hein. Mais non, mais c'est intéressant, mais c'est une émission passionnante. C'est une émission passionnante. Je vais y arriver. Je suis une IA, je vous rappelle. Tout à l'heure, tu as fait référence à des réunions que tu as d'ailleurs largement comparées à des fauves. Oui. Alors évidemment, c'est facile, je vais passer la main à Emmanuel. C'est quoi ces réunions ? C'est stressant dans l'entreprise Ça peut l'être. Ça peut l'être ? En fait, merdant ça. Bah non, mais on disait le stress, ça fait partie du quotidien. Donc le stress, et t'en avais parlé d'ailleurs dans une chronique sur la dernière émission, le stress, tant que c'est ce qui t'amène, alors pas forcément à t'enfuir du lion sauvage, mais ce qui te permet de produire une présentation importante, une date limite, une deadline serrée, de monter sur scène, de prendre la parole, bah, c'est super positif. Par contre, quand ça devient répété, chronique, ou quand tu as d'autres conditions qui entrent en jeu, bah, c'est là où ça peut devenir compliqué. Mais le cerveau, il a pas une protection pour éviter de... Je reviens, hein, il n'a pas une protection pour éviter de... Il n'y a pas un rupteur ? Vous allez me dire, c'est le burn-out, en fait. Non, bah déjà, quand je parle d'intensité, il y a aussi le niveau de contrôle, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez gérer du stress à partir du moment où vous avez la capacité de vous échapper et de contrôler cette situation. Donc effectivement, la réunion de travail ou la présentation, c'est un challenge. Vous dites, allez, je veux le faire, je vais me donner le meilleur de moi-même. C'est un peu l'exemple que je donne à mes étudiants, c'est l'écrivain. L'écrivain, s'il n'avait pas une page blanche, et ce petit stress de dire, il faut que je fasse quelque chose, ça c'est du bon stress. Et il est contrôlable. L'écrivain, s'il ne veut pas écrire, il fait autre chose. Donc le niveau de contrôlabilité est essentiel. Et biologiquement, on montre que des animaux stressés à des niveaux équivalents de stress, s'il a une capacité d'échapper, les effets délétères ne se voient plus en fait. Biologiquement en fait. On ne peut pas fuir une réunion, elle est imposée. Non, mais alors après... Oui, mais tu n'auras pas de scrupules. Non, mais on peut être inactif pendant cette réunion, on peut se renfermer, ne pas donner son avis, être complètement passif et elle vous passe à côté. Voilà. Vous y mettez aussi. Hein. D'accord, oui. Donc ce que vous êtes en train, si j'ai bien suivi, Frédéric, de dire, c'est la réponse de Rancellier, c'est-à-dire la fuite, le combat ou l'inhibition, en fait. Et vous êtes dans l'un des trois facteurs qui va répondre à la notion de stress. C'est ça ? Alors,
quelle est la différence entre la peur et l'anxiété? Parce que tout le monde utilise les mêmes mots, mais c'est quand même pas pareil. Donc je vais essayer de proposer une définition qui est la mienne, qui est celle du biologiste. Donc la peur, c'est la réponse à une menace qui est claire, explicite. Qui est stressante. Alors, tout ça, c'est le stress en fait. D'accord. Oui, oui, c'est intéressant. Ouais, voilà, tout ça, c'est la réponse de stress. C'est une réponse d'adaptation à un stresseur. Après, là, je vous dis, peur, anxiété, ça dépend du stresseur. Sur la peur, c'est explicite, c'est imminent. C'est-à-dire que le loup qui est à 2 mètres de vous, c'est clair. Par contre, dans le même cas de figure, l'anxiété, c'est « Ah, si je vais dans la forêt plus loin, on m'a dit qu'il y avait des loups. » Et là, je suis dans un autre état psychologique. Mais c'est une réponse de stress. Sauf qu'il y en a un, c'est une menace implicite, l'autre, c'est explicite. Après, tout dépend de la réunion. Si on vient à la réunion, tout dépend en fait de quel est l'enjeu vous y mettez, si vous jouez votre carrière, si c'est quelqu'un qui est en opposition avec vous. On sait que la défaite sociale chez l'animal est redoutable. Ah oui? Ouais, c'est assez redoutable. C'est-à-dire? Ça peut, surtout qu'on est des êtres sociaux, donc ça peut. Quand on parle de menace de mort, une défaite sociale violente peut être considérée comme une mort de personnalité, ou ça peut être violent en fait. Et moi j'avais lu quelque part, alors je pose des questions aussi, que le stress était plus important et c'était pas tout à fait les mêmes circuits quand c'était un stress qui était lié à un conflit entre 2 individus de même race. Que par rapport à un stress physique, un stresseur physique, de danger physique. Alors, on va parler de cerveau social versus cerveau pas social. C'est une autre composante. Après, il y a quand même en fait, ce qu'il faut voir dans la réponse basique de stress, il y a quelque chose qui est aspécifique. C'est-à-dire, quel que soit le stresseur, vous allez avoir ce même type de réponse. C'est souvent des structures sous-corticales, hypothalamiques, reptiliennes, que tous les animaux ont. Par contre, si vous commencez à monter dans les étages de la conscience, du niveau, côté social, le côté un peu plus fin, effectivement, vous allez monter dans les étages plus corticaux. Et là, effectivement, c'est des réponses plus spécifiques. Et il y a des chemins biologiques qui sont plus spécifiques. Donc effectivement, il y a une réponse commune. La décharge de cortisol est commune à tous les stresseurs. Vous êtes en haut d'une falaise, vous prenez un accident de la route ou n'importe quoi, vous allez une montée de cortisol. Mais si je pense à un accident, je vais avoir une montée de cortisol. Si j'ai faim, je vais avoir une montée de cortisol. Enfin, c'est pour faire simple. Par contre, si vous anticipez un conflit sur vos lieux de travail, ça va impliquer en plus, des aires corticales, de la mémoire, plutôt du cerveau social. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que... C'est pour ça que c'est compliqué. Bien sûr que c'est complexe, c'est même... Emmanuel, je te laisse poursuivre sur l'aspect de l'entreprise, parce que c'est quand même un rôle important, on y stresse bien quand même dans l'entreprise. Oui. Alors, en effet, le stress et l'anxiété, alors là, il y a la peur plus généralement peut-être, mais c'est des choses qui existent. Après, tout dépend de la mesure et du curseur. Je pense que c'est ça qui est important, c'est de savoir jusqu'où ça va. En effet, le bon stress, pour l'appeler comme ça, celui qui permet d'avancer, qui permet à l'écrivain de remplir sa page blanche ou alors de tenir sa réunion importante. J'ai un projet à présenter, donc je mobilise tout, donc y compris corporellement, physiologiquement, mais aussi de la motivation, mon engagement. Ça, c'est ce qui permet d'avancer et de se dire après, ok, je l'ai fait et voilà, je suis content que j'ai réussi ou pas, mais en tout cas, j'ai tout donné. Là où ça devient un petit peu compliqué, c'est en effet... tu as parlé de stress qui s'installe, tu parlais de chronicité, tu parlais toi des réunions. Ok, mais les réunions compliquées, on peut tous en avoir. J'aime bien ce concept de l'intensité du stresseur. En fait, ce qui devient compliqué, si le stresseur c'est ton manager, si c'est un entretien d'évaluation et que en fait là le stresseur c'est celui aussi qui a... Alors c'est pas le droit de vie ou de mort sociale, mais en tout cas sur des projets que tu peux avoir professionnellement, en effet ça devient compliqué. Donc je pense que ce qui est important, c'est de faire attention aux symptômes. On a parlé des troubles du sommeil, et donc de la fatigue que ça peut impliquer, des difficultés de concentration, des oublis. Ça peut être aussi aller vers l'irritabilité, la baisse de motivation et peut-être de l'isolement. Donc je pense qu'à partir du moment où le stress s'installe, où il devient non pas ponctuel et source de défis, de dépassements, mais s'il devient chronique, il faut faire attention à ces signaux. Et pareil pour l'anxiété. Donc oui, en effet, l'anxiété, c'est cette émotion liée à la perception d'un danger futur. Et moi, ce que j'ai noté, souvent disproportionné par rapport à la réalité, ou qui peut être disproportionné par rapport à la réalité.
Et en fait, quand on commence à être anxieux parce que on a peur de ne pas être au niveau, de ne pas être à la hauteur, quand on est anxieux de ces échanges avec la hiérarchie, c'est l'anxiété de performance, par exemple. Exactement, ouais, cette anxiété, cette angoisse de performance. Mais quand ça s'installe, en fait, c'est pas bon. Donc on verra dans une prochaine émission quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place. Mais je pense que ce qui est vraiment important c'est de faire attention aux symptômes et à ne pas tomber dans le piège de ça va passer, ça va aller, ça ira mieux. C'est un moment difficile. On traverse tous des moments difficiles, plus ou moins compliqués, avec plus ou moins de charge de travail. Mais en fait, si ça s'installe, c'est là où il faut... Et toi, tu disais parfois, voilà, quand des patients arrivent, ou des salariés ou des patients arrivent trop tard. Donc, c'est toute la difficulté de se dire non, mais c'est bon, c'est rien, je gère. Et je pense qu'être attentif à ces symptômes de tout ce qu'on s'est dit là, c'est là où on peut demander à se faire aider, à parler de ses difficultés, se confier, pour éviter d'aller justement trop dans la zone rouge. Alors, merci, c'est intéressant, je reviens vers Frédéric tout de suite après. Moi, depuis tout à l'heure, il y a un truc, vous allez me dire si c'est une bonne réponse, il y a un truc qui me stresse. Je ne sais pas ce que David va nous pondre. Et donc, est-ce que rentrer dans le problème en se disant, bon, j'affronte la réalité et je vais au fait, on verra bien, si je dois y rester, j'y resterai. Mais... Ça va bien se passer, Marc. Bon. Pas de souci. Alors, certains osent dire que l'hyperconnexion nous stresse. Moi, je dis au contraire, non, ça me rassure. Ça me rassure. Et je ne suis pas le seul à penser à ça. Toujours au courant, jamais en retard, des notifications qui vous tombent toutes les 10 secondes. Ouais, et alors peut-être. Regardez-le, lui, à l'écran, là. Comment il est heureux, il médite, il respire, il sourit. Alors oui, il est hyper connecté. Mais je vous laisse jalouser sa zénitude. J'ai envie de dire que toute ressemblance ne serait que pure coïncidence. Mais c'est toi, il te ressemble quand même beaucoup. Au bureau, comment ça se passe ? Eh bien, regardez cet autre-là, comment il est chanceux. Toujours joignable, toujours informé de ce qui se passe dans le monde, régulièrement en contact avec ses amis, et pourtant, il vous paraît hyper détendu. Bon, j'aime pas trop sa chemise, mais bon. Pourquoi ? Parce qu'il sait que tout est sous contrôle, et même s'il a 42 mails qui n'ont pas encore été lus. Et puis enfin, le dernier, rassurer, relier, efficace. L'hyperconnexion, c'est aussi être en lien avec ses proches, gagner du temps et ne jamais rater le dernier mème. Ah, le dernier mème, ça y est, je vous ai perdu. Non, le mème, c'est les publications de dessins, là, c'est ça. Voilà, alors pour ceux qui sont largués, voilà. Pour les vieux, parce que les jeunes comprennent, en fait. C'est être toujours dans le coup, connecté aux petites blagues et aux tendances qui font sourire et qui créent du lien social. Donc les mèmes sont ces images, vidéos, blagues virales qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc en conclusion, je dirais que oui, l'hyperconnexion, ça peut fatiguer, mais elle peut aussi nous relier, nous rassurer, nous simplifier la vie. Bref, une dose bien dosée, ça fait du bien. Et puis, comme le dirait Ludo, le patron du café d'à côté, trop de café, ça énerve, un peu, ça réveille. Donc à vous de choisir votre dose. Oh, ça me manque là, le café. Merci David. Alors Frédéric, on va redescendre un peu dans la salle des machines, 2 minutes quand même. Non mais parce que bon... Qu'est-ce que le cerveau considère comme une menace ? On va essayer de revenir à des fondamentaux. Qu'est-ce que le cerveau considère comme une menace aujourd'hui ? Et pourquoi réagit-il parfois si violemment, en fait Alors donc, comme je disais, perturbation de l'homéostasie, donc une menace de notre intégrité, donc on s'adapte. Et le cerveau est un centre qui permet de mémoriser, d'anticiper en fait énormément. Donc l'idée c'est de s'adapter. Donc menace... Pour moi, je l'ai appelé agent stresseur, mais après, c'est une menace de l'homéostasie. Alors, pourquoi réagit-il si fortement ? C'est dose dépendant. Hein. Un petit stress, petite réponse. Grand stress, grande réponse. Hein, c'est adaptatif. L'idée, c'est de ne pas dépasser ses capacités d'adaptation. Et effectivement, quand on contrôle, parce qu'effectivement, l'hyperconnexion, on peut être complètement sous le flot des notifications, mais on peut aussi être en mode avion de temps en temps. Donc je pense que c'est à partir du moment où vous contrôlez ça, que vous savez que vous n'allez pas répondre à vos 42 mails, que vous vous donnez des droits de pause, en fait on s'adapte très bien en fait. Donc tout est une question de contrôle. Donc là sur l'hyperconnexion, on a le droit d'être déconnecté. Hein. Dans vos signatures de mail, il y en a qui mettent après 19h, vous n'êtes pas obligé de répondre. Comment on sait qu'il faut commencer à se mettre en mode avion ? Parce que tout à l'heure Céline disait, oui mais il y en a qui arrivent, ils sont complètement épuisés, ils sont dans un stress chronique. Comment on le sait ?
Alors, chacun différent ressent. Moi, ce que je dis. Enfin, on en a parlé encore ce week-end avec, à table en famille, c'est pas compliqué. Mode avion, les gens qui sont les plus chers à ma vie sont à cette table. Donc, j'ai pas besoin de téléphone à ce moment-là. Moi, la nuit, je coupe. Ma femme, mes enfants sont à la maison, je coupe. Il y a pas de. Les urgences, ça peut attendre. Après, je crois qu'il faut se connaître, en fait. Moi, il y a des périodes où je suis en pleine forme, je dors très bien, je veux plein d'informations, j'écoute les infos sur la route, il n'y a pas de problème. En ce moment, je suis fatigué, je mets que de la musique, je mets plus de radio. Et voilà, je crois qu'il faut, c'est comme tout, il faut se connaître, en fait. Je pense qu'il faut se connaître. Donc, vous-même, pourtant, vous le maîtrisez un peu quand même. Enfin, en tout cas, vous prouvez que vous cherchez à le maîtriser. Les cordonnistes sont les plus mal chaussés. Ma femme me dit, je ne comprends pas. Tu dors mal, t'as pas de mémoire et tu bosses là-dessus. Bon, on pourra couper. Mais donc, vous décidez de vous écouter et ensuite de mettre en place des réponses adaptées à une montée de stress. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut se dire je vais dans le rouge, mais on ne peut pas être dans le rouge toute l'année. On peut dépasser on peut dépasser sa zone de confort, il le faut si on veut progresser dans plein de domaines, le sport et le travail, il n'y a pas de problème, mais on ne peut pas faire ça toute l'année. On n'est pas des machines. Donc, savoir se dire je suis dans le rouge, là je sais que je suis dans le rouge, mais ça peut durer une semaine ou deux, ça ne dure pas toute l'année. D'accord. Je pense. Alors, il y a vraiment la notion de intensité, durée. Ça, c'est vraiment très important. Qui est variable. Qui est variable, ça dépend de soi, ça dépend de l'énergie qu'on veut y mettre. Par contre, il faut bien à un moment retourner à l'équilibre, récupérer, et le sommeil est important, les vacances sont cruciales, c'est crucial. Ouais, bien sûr. Je crois que ce qui est important de dire, c'est qu'effectivement, quand on se connaît, on s'est coupé et que ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un aveu de faiblesse de faire ça. C'est au contraire, on se connaît bien et donc on sait parfaitement gérer c'est plutôt une son force, stress. en réalité. Exactement. C'est une force, bien sûr. Dans le déni, comme vous disiez, on appellerait ça le déni, de dire non, il faut que je réponde à tout. Ou, voilà, le déni de dire non, tout va bien, non. Dire que je suis dans le rouge, j'en ai conscience et que je coupe. La jeunesse va se manifester. Je pense que, par exemple, pour un jeune, un junior qui rentre dans le monde du travail, alors que ce soit dans un grand cabinet ou dans une entreprise, je pense que c'est pas une question de déni, c'est une question de volonté de vouloir bien faire et qu'on passe dans le rouge facilement sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. C'est ce que Frédéric disait. Ouais, mais même si on nous dit il faut savoir dire stop, faut apprendre à se connaître. Bon, déjà, on se connaît pas très bien au début de carrière. Et du coup, je pense que peut-être que je me trompe, mais c'est pas du déni, mais c'est juste de la méconnaissance et que du coup, on peut pas. Enfin, ça s'apprend. Et je ne sais pas comment ça s'apprend parce que ça s'expérimente, je pense. Ça s'expérimente avec le corps, et puis l'entourage. C'est-à-dire que on parlait de pathologie ou pas, mais effectivement, moi, un des curseurs que je vois et qui est la référence en psychiatrie américaine notamment, c'est est-ce que votre entourage s'aperçoit que vous avez changé ? Ça, c'est un marqueur. Enfin, je veux dire, si vous ne savez pas, demandez à vos gens qui vous connaissent bien. Si on dit « je te trouve un peu irritable en ce moment, je te trouve différent, tu rigoles moins ». Si vous n'y arrivez pas à ressentir votre corps, peut-être demander à vos amis. C'est une question que je pose souvent aux patients, c'est comment ils vous trouvent vos proches en ce moment ? Détestable. Oui. Non, mais ça peut arriver. Ils disent moi, je crie sur mes enfants en ce moment, j'ai pas de patience. Bon, c'est quand même un truc. Voilà, ça atteint leur comportement et ça atteint la sphère perso. Ou la réaction physique qu'on peut avoir quand on reçoit un email professionnel. On a parfois tout de suite une crispation physique qu'on ressent parce qu'on a reçu un mail qu'on n'avait pas forcément envie de recevoir ou pas sur la tonalité à laquelle on s'attendait. Si physiquement on a déjà une sorte de rejet physique, ça se voit tout de suite et intérieurement on sent qu'on n'est pas bien. Donc c'est des choses où finalement si on a ce type d'alerte, c'est aussi soi-même justement se connaître en se disant moi je ne regarde pas. C'est-à-dire que votre cerveau vous ment mais pas votre corps. Ça je crois qu'on peut le graver dans Ouais. Ça, votre corps ne vous mentira pas, votre cerveau par contre il vous ment. Vos souvenirs sont souvent retransformés. Donc voilà, écoutez votre corps, je pense que... On est quand même dans un système, alors depuis le Covid et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs vous-même vous dites, parfois je coupe les infos, on est dans un système global qui dysfonctionne. Dans les entreprises, c'est pas simple, enfin on voit bien que c'est pas facile de passer à travers les mailles du filet en se disant il faut que je déconnecte à chaque fois que mon stress augmente.
ça va être difficile. Mais le téléphone nous propose de nous déconnecter. Moi, typiquement, si je prends mon exemple, avant, je recevais toutes les notifications de mes emails. Je les ai coupées. Comme ça, en fait, mon acte, je suis obligée d'être actrice de ma démarche. C'est-à-dire que quand je consulte mes mails, j'ai décidé de les consulter. Je ne les ai pas reçus de façon passive. Donc ça change déjà. Sur les WhatsApp, ne pas mettre de sonnerie ou de messages qui arrivent sur la page d'accueil. J'ai aussi certaines personnes toxiques que j'ai mis en archive. En fait, je reçois les messages, mais en fait, je dois faire une démarche supplémentaire pour aller consulter les messages. Comme ça, en fait, je ne suis pas agressée par une forme de toxicité que j'aurais identifiée. Les agents stresseurs comme ça, tu les as identifiés et tu les as canalisés, en fait. Et je les regarde quand je suis prête à les regarder. Ça change tout, en fait. Moi, je voudrais revenir sur une phrase que vous avez dit tous les deux, les scientifiques, là. Vous avez dit il y a un bon stress, un mauvais stress. Moi j'étais convaincu, mais alors vous allez me dire si je me trompe, j'étais convaincu qu'il y a un bon stress parce qu'il faut réagir, mais que le mauvais il est tout de suite derrière parce que la sécrétion du cortisol va asphyxier les organes et donc. Non. Alors comment ça marche ? Non, c'est le bon stress, c'est ce que je dis à mes étudiants, et moi le premier, je vais être honnête, s'il n'y avait pas d'examen, on ne travaillerait pas. Donc l'examen c'est stressant, mais ça vous oblige à mémoriser, à travailler, à donner le meilleur de vous-même. Donc moi c'est ça aussi le bon stress. Mais là il y a bien une montée de cortisol pour ça. Alors oui, donc elle est anticipatoire, donc c'est de ce qu'on appelle de l'anxiété, mais oui la cortisol, mais le cortisol c'est très bon pour la mémoire, mais à une dose dépendante, c'est-à-dire que ça peut favoriser, consolider des souvenirs émotionnels, ce qui nous construit, mais ça peut être aussi délétère si c'est trop intense et que du coup vous pouvez avoir des amnésies. Donc en fait vous avez un peu le... Ah mais c'est pas facile pour nous d'y voir clair. Alors, moi je le résume très simplement, bon, désolé ça va être un peu graphique et scientifique, c'est une courbe en U inversée. C'est-à-dire que la courbe en U inversée, vous voyez la dose en abscisse et dans l'axe vertical, la performance, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que si vous n'en avez pas assez, vous êtes en bas de la courbe. Il y a une dose moyenne qui est vraiment idéale, et puis quand vous êtes trop fort, ça dégringole. Donc il faut, et ça pour tous les métabolites, pour tous les neurotransmetteurs, adrénaline, cortisol, les cytokines, tout est comme ça en fait. Mais donc, il y a bien une conséquence, quand on est dans la partie où on redescend justement, où ça nous entame, c'est bien le cortisol qui a des effets négatifs, c'est lui qui nous empêche de dormir, c'est bien lui qui a... Oui, parce que en fait, l'exposition était trop longue ou trop intense. C'est ça. Donc soit vous régulez, vous avez des aides pour réguler, soit vous avez perdu la capacité de régulation, c'est dans le cadre du vieillissement, c'est comme donc ça. Si je comprends bien, le bon stress peut devenir le mauvais stress. Ah oui, non mais je veux qu'on soit... Si c'est répété par exemple. Voilà, faut prendre les choses, ça dépend. Si c'est le même stresseur répété tout le temps et qui dépasse vos capacités d'adaptation peut être nuisible. Je sais pas, en fait je crois que c'est surtout une question de dose et d'intensité. Et après on est tous différents, c'est-à-dire que votre capacité de gérer l'intensité et la durée est différente en fonction de vous. C'est intéressant, mais vous voyez que vous avez remarqué de la complexité sur un mot. C'est un mot fourre-tout. En plus, c'est ce que ça fait partie de la vie, c'est hyper important et en même temps ça peut nous rendre malades. Hyper complexe en fait. Et en plus, effectivement, pour les plus jeunes, on ressent pas bien les choses, on n'en a pas l'expérience. Donc comment se prémunir de tout ça ? Ils sont plus vulnérables les jeunes ? Ou alors ils sont plus exposés ? Maintenant peut-être, oui c'est ça. Ils sont exposés différemment. C'est-à-dire ? Excusez-moi, mais quand vous survivez, que vous cherchez à manger tous les jours, c'est pas pareil que de se dire comment je vais prendre mon train ou si Uber il va arriver 5 minutes en retard. Je pense que là, pour la période de vulnérabilité, on sait que chez les juvéniles, il y a une période de protection liée à la naissance. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une amnésie protectrice jusqu'à 6 mois chez l'enfant. À partir de 6 mois, il y a tout un réseau neuronal qui se découvre, il y a des protéines qui s'enlèvent et du coup, votre circuit commence à fonctionner et du coup, vous commencez à mémoriser et c'est là que vous pouvez devenir vulnérable. À partir de 6 mois ? Ouais, 6 mois, non, mais on ne peut pas étudier ça chez l'enfant, on est d'accord. Donc on l'a montré chez l'animal, pas moi, c'est Cyril Héré à l'université de Bordeaux qui l'a montré. Donc c'est un équivalent de P4, donc c'est 4 jours post-natal chez une souris, on va dire c'est du 3-6 mois chez l'homme. Mais on peut pas le montrer. Oui, bien sûr. Après, on est tous vulnérables. Là, il y a des concepts qui sont proposés de double hit, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous avez un traumatisme juvénile,
le prochain stresseur, vous n'aurez pas la même réponse que quelqu'un qui n'a pas eu de traumatisme à l'enfance. Donc effectivement, la répétition des stresseurs. Donc il y a une composante génétique et une composante... Il y a une composante génétique ? Il y a une composante génétique, mais c'est pas, ça représente... Scientifique. Oui. Et vous allez retrouver les mêmes dans l'addiction, dans la dépression. Il y a effectivement des familles de dépressifs, clairement. Mais ça ne représente pas 70% des dépressifs. C'est vraiment une petite partie, une petite majorité. Puis il y a la composante culturelle qui est importante, qui va jouer sur votre épigénétique, donc l'expression de vos gènes. Et puis dans le stress, c'est l'accumulation, c'est ce que vous avez vécu. Et puis il y a du transgénérationnel aussi. Qu'est-ce que tu en penses, toi, à ton niveau Moi, je m'interroge, ça veut dire que vu qu'on ne sait pas trop comment gérer, il y en a qui sont susceptibles d'être très à risque du stress, de l'anxiété, de la peur, tout ça. Je ne sais pas, par exemple, j'ai 25 ans, si j'ai été exposée au stress, beaucoup trop de stress à cet âge-là, est-ce que je suis un facteur à risque plus tard d'être, par exemple, plus stressé qu'un adulte qui a été correctement, stressé, qui a trouvé le curseur un peu plus tôt que moi? Ça dépend de la personnalité. C'est-à-dire qu'il y en a... de vous en fait. C'est-à-dire que c'est très individuel dépendant. C'est-à-dire que des petits stresseurs vont, sur certains gens, on les voit sur les populations africaines, vont être des facteurs de résilience énormes. Les gens qui ont été traumatisés en Afrique, qui traversent la Méditerranée, quand ils arrivent ici, c'est pas du tout la même réponse qu'ils ont, mais ils sont un facteur de résilience énorme. Mais ça peut aussi être un facteur de fragilité, donc ça dépend aussi de vous, de votre environnement, de vos parents, de beaucoup de choses. C'est vraiment difficile de dire, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Okay. C'est ultra complexe. Donc ça peut être un facteur qui vous donne une carapace adaptative, ou ça peut être quelque chose qui vous vulnérabilise. Personne ne peut vous le dire. Si quelqu'un d'honnête vous dira, on ne peut pas savoir. Tu voulais nous parler de l'anxiété des silences. Oui, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle de l'hyperconnexion, on parle du travail. Des réunions, des faux. Puis à la maison aussi, on est hyper connectés. Donc, en préparant l'émission, c'était le point de vue scientifique. Je me suis dit comment moi, je vais me retrouver là-dedans pour parler de ce sujet. Et en fait, j'ai fait un moment de silence. Et en fait, je me suis dit, c'est ça en fait. C'est ça. C'est ce silence-là qu'on ne maîtrise plus aujourd'hui et qui est aussi, pour certains, un facteur de stress. Quand on regarde autour de nous, on fait deux choses en même temps, deux activités. Alors, je vais parler au nom des jeunes parce que les jeunes sont hyper connectés, ils font tout en même temps. On leur demande aussi de faire plusieurs choses en même temps. Dans le métro, dans la rue, en marchant, en travaillant, même parfois en dormant. Il y en a qui dorment avec de la musique, avec des podcasts. Il faut toujours quelque chose dans les oreilles. On peut penser que c'est du confort, mais moi je me suis posé la question si c'était pas finalement une protection de ne pas tomber dans le silence. Pourquoi est-ce qu'être en silence, ce moment un peu où on se retrouve avec nous-mêmes, ça nous met presque mal à l'aise. Alors, le silence, c'est pas rien. C'est comme un projecteur qui se retourne vers nous. Finalement, c'est un peu un moment d'introspection où on est face, on se retrouve seul. C'est à l'intérieur, mais face à nos pensées, à nos troubles. Les neurosciences le disent, quand il n'y a plus de signaux extérieurs, c'est le cerveau qui bascule à l'intérieur. Il active ce que les chercheurs appellent le réseau de vagabondage mental. On se retrouve du coup face à nos inquiétudes, nos pensées parasites, nos peurs, toutes celles dont on parle depuis le début dans Synapse TV, le stress de la performance, l'éco-anxiété, la fameuse FOMO chez les jeunes. C'est quoi la FOMO? Tu peux nous... C'est Fear of Missing Out, c'est ça, de rater quelque chose. Donc justement cette déconnexion que tu arrives à faire, Delphine, moi personnellement je sais que ça me propose tous les jours vous êtes arrivé à votre lieu de travail, vous voulez mettre en mode travail? Non, je veux recevoir mes notifications de mes amis et de mon Instagram. Donc finalement le bruit c'est l'autre et le silence c'est soi. Alors c'est précisément pour ça que ça dérange, ça occupe le cerveau, ça empêche d'entendre l'intérieur, d'être tout le temps stimulé. Ça bouillonne pour les personnes qui ont des idées tout le temps, c'est un bon moyen justement de ne pas être dans le présent. J'ai parlé avec plusieurs personnes et ce qu'on m'a dit, c'est qu'on n'a pas peur du silence, on a peur de ce qu'il pourrait révéler. Et j'ai trouvé ça assez intéressant.
Ça montre aussi, ce que montre aussi la recherche, justement, j'ai voulu creuser un peu cette phrase, c'est qu'un environnement trop calme peut être perçu comme dangereux. Et ça, c'est biologique, c'est ancestral. Quand tout s'arrêtait dans la nature, c'est qu'il pouvait y avoir un prédateur. C'est vrai, les animaux. On a un groupe social, c'est-à-dire qu'il y a toujours un qui guette normalement dans le groupe. C'est pour ça qu'on a des groupes sociaux d'ailleurs. D'accord. Donc le silence, normalement, il est bien pour dormir D'accord. et être en introspection. Et quand on n'entend plus de bruit dans la chambre d'un enfant, c'est que généralement, il y a un problème. Voilà, comme quoi, aujourd'hui, ça devient, s'il n'y a plus de bruit, je dois faire face à un danger. Ça peut faire paniquer beaucoup de jeunes. Pendant la pandémie, les spécialistes l'ont observé, le silence total angoissait les gens. Et pourtant, est-ce que le silence ne serait pas une excellente thérapie ? Oui, c'est intéressant. Hein. C'est un vrai sujet. Vous avez vu une évolution, merci Alix, vous avez vu une évolution alors, je ne vais pas dire des agents stresseurs, parce que ça fatalement, entre il y a un siècle et aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes. Mais est-ce qu'il y a une évolution du stress, ou est-ce que finalement, comme Céline a l'air de vouloir le dire, c'est quasiment toujours la même chose en fait qui se passe à l'intérieur du corps ? Alors, comme je disais, il y a deux types de réponses. Donc la réponse non spécifique, c'est la même. Ouais. Par contre, effectivement, comme les stresseurs d'aujourd'hui ne sont pas les ceux d'avant, il fallait sauver sa peau pour aller manger. Maintenant, vous cliquez sur un bouton, vous allez à manger. Donc, on n'a plus peur de mourir de faim. Avant, il fallait chasser pour manger. Donc, c'était un autre stresseur. Donc, les stresseurs étant différents, si vous m'avez suivi, la réponse spécifique est très corticale, qui est liée à votre cortex, elle est un peu plus différente. Elle est différente. Donc, effectivement, la nature plus sémantique, plus artificielle, elle est différente. Après, voilà. Donc ça ne s'arrêtera jamais finalement, puisqu'on en a besoin. De toute façon, si vous êtes vivant, c'est que vous êtes stressable. C'est ça, en l'occurrence. Donc, oui, effectivement. Après, ça fait partie de notre humanité, avec nos forces et nos faiblesses. Quoi. Oui, non, mais c'est ça. On en fait souvent un ennemi. Alors, je vous dis, l'écrivain qui n'a pas peur qui n'a pas anxieux de la page blanche, il ne serait pas aussi créatif. Quand on parlait de vagabondage mental, on sait très bien que le vagabondage mental est essentiel à la créativité. Les artistes naviguent sans cesse dans ce vagabondage parce que c'est ça qui leur donne des idées très créatives. Donc je pense que, en fait, il y a plusieurs états du cerveau, on en distingue à peu près 5. Il ne faut pas en avoir peur, ils sont tous importants, il faut savoir naviguer avec. Je pense que c'est ça. 5 ? Oui, après il y a les processus exécutifs, il y en a plusieurs, il y a le rayon de science qui est là pour détecter les menaces, peut-être 3, j'ai dit 5, et le réseau par défaut, donc c'est le fameux réseau qu'on parlait, et il doit y en avoir un 4e, et je ne me souviens plus. Mais voilà, il y a différents états, voilà. Ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, on n'est pas des machines, il faut voir le côté dynamique. Je pense que c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui s'adapte et qui est dynamique, donc effectivement, il faut savoir jongler avec tout ça. Donc Emmanuel, si t'es stressé demain, t'es vivant. Mais alors, c'est une bonne nouvelle. Je suis tellement vivant, si vous saviez. Delphine, la philosophe, va nous dire. Alors justement, exactement. Alors justement, qu'est-ce qu'elle nous dit la philosophie sur ce domaine ? La philosophie, ça revient à exprimer avec d'autres mots ce que vous avez pu dire, c'est que le stress, finalement, c'est une attaque du futur contre le présent ou sur le présent, c'est-à-dire qu'en fait il naît quand ce que je vis maintenant n'est plus ce que je vois. Mon corps est ici mais ma tête est déjà là-bas. C'est une forme d'anticipation, donc dans le mail que je dois envoyer, le rendez-vous que je redoute, la performance que je dois assurer, et le philosophe Kierkegaard disait que la vie doit être vécue en avant mais comprise en arrière, alors que nous modernes on fait l'inverse. On vit en arrière mais on comprend en avant, c'est-à-dire qu'on a toujours cette capacité de projection. Du coup on est dans une tension permanente. Le stress, ce n'est plus un surplus d'activité, c'est aussi un déficit de présence. Parce que le fait d'anticiper non-stop, on n'est plus présent. Et on vit trop en avant, on anticipe trop, et on se projette trop vite. Et c'est déjà ce que les stoïciens reprochaient aux Romains. Vous souffrez plus de vos imaginaires que de vos réalités. Donc on n'a rien inventé, on a juste accéléré. Alors l'anxiété, philosophiquement, on la voit un peu différemment, mais ça revient exactement à ce que vous avez dit, c'est que l'anxiété, c'est finalement notre imagination qui court plus vite que notre capacité à la suivre. Donc le stress, c'est l'anticipation. L'anxiété, c'est l'imagination qu'on se fait du futur. Donc l'imagination, Pascal disait que c'était l'imagination agrandit les petites choses jusqu'à les remplir.
On imagine tous les scénarios, donc surtout ceux qui vont se terminer mal. Hein. Et on devient scénariste de catastrophe, producteur de films d'angoisse, réalisateur de drames intérieurs. Et le philosophe Alain l'expliquait très bien. En fait, le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. Donc l'anxiété, c'est quand l'humeur prend le pouvoir. Donc on a aussi la possibilité de faire le choix de l'optimisme. Et donc la société aujourd'hui, c'est presque une machine à faire peur, une machine à fabriquer le futur, parce qu'on vit dans un système qui est obsédé par l'anticipation. Il faut prévoir, il faut planifier, il faut optimiser, améliorer, accélérer. Et notre attention, elle est totalement fragmentée. Notre présence est atomisée et notre futur est hypertrophié. Et on a développé une sorte d'hypervigilance existentielle. On surveille des choses qui n'ont pas encore commencé. On s'épuise avant de démarrer et on se fatigue par précaution. Les philosophes nous avaient déjà prévenu, l'être humain, c'est le seul animal capable d'avoir peur d'un événement imaginaire. Donc voilà. Et donc que faire? Alors là, c'est les recommandations de la philosophie. Donc revenir au réel. Donc ça paraît hyper simple comme ça, hein, mais ça l'est pas forcément. Le réel, c'est moins menaçant que nos projections. C'est plus petit, c'est plus modeste, c'est plus accessible et ça ne demande jamais l'impossible. Ce sont nos idées qui le font. Reprendre la maîtrise de notre imagination. L'imagination n'est pas une ennemie, mais une force. Donc c'est une force qui, mal canalisée, par contre, elle se retourne contre nous. Et l'imagination, c'est important parce que justement, quand on se retrouve dans cette fameuse solitude et ce silence, finalement, on a une capacité qui est juste dingue, c'est de pouvoir faire preuve de créativité, d'imagination. Et on recommande d'ailleurs fortement aux enfants de s'ennuyer pour avoir cette capacité de créativité, parce que l'ennui favorise justement toutes les idées et l'imaginaire. Et c'est aussi essayer de ralentir sa pensée, parce qu'en fait on essaie toujours de ralentir le rythme extérieur, mais finalement c'est à l'intérieur que ça court, puisqu'on anticipe. Donc ralentir la pensée, c'est réduire l'écart entre ce que je vis et ce que j'imagine. Donc ça, c'est le point de vue philosophique. Et je voulais ajouter aussi un petit point, c'est qu'on est aussi dans une génération où on a oublié aussi qu'on était mortel. C'est-à-dire qu'on maîtrise de plus en plus notre santé. On fait partie d'une génération qui n'a pas forcément... alors oui, on va nous dire il y a la guerre en Ukraine, mais on n'est pas une génération dont on connaît des proches, si ce n'est, si on a encore nos grands-parents, si ce n'est nos grands-parents, on n'a pas de proches qui font la guerre. Donc, et notre système de santé nous a permis aussi de faire de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire maîtriser, pas l'anthropomorphisme, pardon, mais de maîtriser la nature. Et donc on oublie finalement nos vulnérabilités. Et c'est aussi ça aujourd'hui, ce que nous apprend le présent, c'est qu'on est vulnérable et c'est pas grave. Bien sûr, c'est une partie de la condition humaine, merci. Merci bien. Est-ce que, Frédéric, vous auriez un tips à nous donner vous allez me dire, ça dépend de chacun, j'ai compris qu'effectivement, mais enfin malgré tout, on a quand même d'énormes facteurs communs chez les humains en réalité, où que nous soyons, le déclencheur peut être différent, j'ai bien compris, mais est-ce qu'on peut avoir comment il s'appelle le zouave qui mesure l'eau de la Seine là? Il y a une cote d'alerte. C'est le zouave. Donc comment s'appelle le zouave? Le zouave. Est-ce qu'on peut avoir une cote d'alerte? Est-ce que vous pourriez nous dire, voilà, à partir de là, ça sent pas bon? Alors oui, mais pas avec les données actuelles que l'on a. En fait, ce qu'il faudrait, alors c'est là-dessus qu'on travaille et qu'on se tourne plutôt sur une médecine personnalisée. Et donc effectivement, on pourrait imaginer, c'est comme ça qu'on travaille, des mesures répétées. Parce que ce qu'il faut, c'est des mesures répétées. C'est-à-dire que l'algorithme qu'on pourrait avoir de toutes vos données biomédicales, entre les vôtres et les miennes, ne sont pas différents, sont complètement différentes. Donc peut-être qu'effectivement, et on va là-dessus, hein, c'est effectivement faire des mesures répétées, c'est-à-dire tous les jours. Alors, votre sommeil, votre cortisol, pour vraiment connaître votre range en fait. Votre range annuel. On peut mesurer ça? Tout est faisable. D'accord. On peut maintenant, avec des micro-aiguilles microfluidiques, on a des capteurs pour faire du sommeil, maintenant tout se fait. Il y a des montres qui vous mesurent votre sommeil sans électrodes maintenant. Donc oui, l'idée c'est de...
on ira plus dans la finesse de voir où est votre rouge et effectivement si on considère, on dit à l'algorithme voilà le rouge c'est tel seuil pour telle personne, bah, si tu le dépasses 3 fois par semaine c'est peut-être un peu trop. Oui, je pense qu'on pourrait faire ça. Oui, on pourrait avoir quelque chose de plus prédictif. Mais après, quel est le marqueur? C'est pas avec le cortisol qui va, je pense. Hein. Il y en a qui veulent trouver, c'est comme on a voulu trouver des psychotropes miracles comme le Prozac. En fait, on se rend compte que c'est plus compliqué que ça. Donc je pense qu'il faut une barre de capteurs. Pas que le cortisol, il faudrait peut-être d'autres marqueurs. Mais on les connaît? Ah bah oui, non mais vous êtes venu en tant qu'expert, nous on n'y pas. Hein. À ce jour, non. À la fin de ma carrière, oui. Ah bah oui, non mais alors ça nous va nous stresser ça. Non, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, à l'heure actuelle, un psychiatre va vous faire un diagnostic uniquement sur un interview subjectif. Je rêverais qu'il y ait aussi un IRM, une prise de sang et une nuit de sommeil. Pour l'instant, on n'y est pas. Mais ce serait une belle avancée, je pense. Si on pouvait combiner des données biologiques, génial, données biologiques en fait. Des trucs objectifs qui pourraient permettre de personnaliser. Mais c'est là-dessus qu'on va. Hein. Mais pour l'instant, on cherche. En termes de prévention, on est d'accord, ce serait ça l'idée? Alors, en termes de prévention, ce serait encore mieux, oui, effectivement. Et nutritionnel aussi? Alors, la nutrition, le sport... En fait, je ne sais pas si on a le temps de parler des moyens de se protéger du stress. Le premier facteur qui est très important, c'est le soutien social. Ça, on sait, les victimes du Bataclan, ce qui a été protecteur sur les gens, statistiquement, on le sait très bien, c'est le soutien social. D'accord. Ça, le soutien social, c'est indispensable. On sait pourquoi? Je suis avec ces questions-là. Alors intrinsèquement, alors le mécanisme on le sait pas, mais ce qu'on sait c'est qu'on est des êtres sociaux. Après, est-ce que c'est l'empathie, est-ce que c'est le soutien, est-ce que c'est le partage d'émotions? Voilà, on va dire c'est c'est une la bonne nouvelle sphère pour les sociale. psys parce que finalement c'est un soutien social constant. Ils vont vivre 400 ans les psys en fait. Alors ouais, le problème c'est qu'ils prennent beaucoup de souffrance. Ils prennent cher dans l'autre sens. Je suis d'accord. J'ai essayé. Premier facteur donc protection c'est le soutien social. Le deuxième c'est le niveau d'études. Donc j'ai entendu de tout à l'heure, effectivement, le niveau d'étude est protecteur. Donc stimuler votre cortex préfrontal. Sachant que je vous ai dit, le cortex préfrontal contrôle les émotions. Et il est capable de diminuer votre réponse de stress. Au cortisol, par exemple. D'accord. Ce que j'ai montré dans mes travaux de thèse, effectivement, c'est que les structures corticales sont capables d'inhiber cette décharge de cortisol. Et donc l'impact délétère. Donc, vous savez, la courbe en U. En fait, on arrive à la déplacer grâce au cortex préfrontal. Donc, tout ce qui stimule le cortex préfrontal, l'imagination, jouer de la musique... Tout ce que l'IA nous empêche de faire, elle est stressogène finalement à l'arrivée, si jamais j'ai... Après, tout dépend ce que vous en faites, mais voilà. Le niveau d'éducation, moi je vais répondre statistiquement. Oui, on est d'accord. Ceux qui ont un bac plus 5 sont un peu mieux protégés. Ça ne veut pas dire que vous avez un bac plus 5, c'est tranquille. Évidemment. Non, on est d'accord. Ça veut dire apprendre tout au long de la vie, en fait, c'est ça qui est protecteur, c'est continuer à apprendre des nouvelles choses. Qu'est-ce qui disait ça? Un apprentissage par an est protecteur de la dépression. C'est-à-dire que si vous arrivez à apprendre quelque chose de nouveau dans l'année, ça protège la dépression. Alors, on n'est pas mauvais ici. Toutes les semaines, on apprend un truc. Toutes les semaines, vous apprenez. Normalement, vous êtes protégé. Après, vous pouvez rentrer dans l'addiction dans d'autres trucs. Hein. Exactement. Voilà, ça c'était les deux facteurs. Après, moi, je suis quand même très attaché à ce qui est avant la pathologie. Donc l'hygiène de vie, et tout est lié au sommeil, le sport, la nutrition, c'est indispensable dans la prévention. Ça, moi, c'est les trucs qu'on nous disait nos grands-mères, mais en fait, pour faire simple, le sport, ça va décrasser vos artères, ça va stimuler votre nerf vague, ça va vous vider la tête et ça va vous faire bien dormir. Le bien dormir, ça va réguler votre système immunitaire, ça va réguler votre système vague qui va contrebalancer le système de stress. Enfin, tout est lié en fait. Donc c'est vrai que l'hygiène de vie, la nutrition, le sport, bien dormir, c'est extrêmement protecteur. Ouais. Après, c'est difficile de donner quelle est l'importance l'un de l'autre. J'anticipe la prochaine question. Non. Je ne peux pas mettre de chiffres très précis, là, je ne peux pas. Non, mais malheureusement, on ne pourra pas tout explorer, mais c'est passionnant. J'ai retenu, effectivement, tu as raison, Alix, de le dire, notre chaîne a vocation de remplacer le Prozac. D'ailleurs, ce n'était pas forcément la meilleure molécule du monde, mais donc, comme vous apprenez tout le temps des choses, perfusez à Synapse et vous êtes prémunis, préservés, je dirais même, de la dépression. Voilà. Donc, le nouvel antidépresseur, Synapse TV. Je trouve ça... exactement ce que j'avais dit. Ah, c'est pas ça, pardon, excuse-moi. Non, mais je l'ai un peu dit différemment. Ça, mais c'est l'idée, là. Merci beaucoup. Je vais
être obligé de passer, être obligé, parce que j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de passer la pente. Moi, je suis rassuré, j'ai le même credo que Frédéric, c'est-à-dire sommeil, activité physique et puis alimentation. Alors moi, je ne vais pas déroger à la règle, je vais aussi parler de stress, mais cette fois, pas le stress qui se traduit quand on court après son bus, de peur de le rater, mais ce stress moderne qui s'installe, qui ronge, qui fatigue, celui qui s'infiltre dans nos journées, nos nuits, nos pensées et qui même va jusqu'à dans nos téléphones. Car oui, notre cerveau est devenu quelquefois malgré nous hyper connecté, mais parfois on se retrouve déconnecté de nous-mêmes. Donc entre les mails, les notifications, les appels, les réseaux sociaux, on est branché H24 et quand on veut souffler, on se tourne, on l'a dit dans nos émissions précédentes, vers une appli, une IA, un chatbot. Mais alors, est-ce que ça nous aide vraiment à aller mieux et est-ce qu'on doit vraiment confier ce mal-être à une machine? Alors, on a chacun à sa façon, avec ses connaissances, à essayer d'apporter des solutions. Moi, je vais apporter 5 rituels, qui vont nous permettre de faire face au stress. Et donc, je vous invite à suivre cette petite vidéo qui présente ces 5 rituels. Alors, le premier rituel, ça va être celui de déconnexion consciente. C'est ce que j'appelle le mode avion activé. Ça se pratique 15 minutes par jour et c'est comme si on mettait le cerveau en mode sieste. Voilà. Pour cela, il faut éteindre son téléphone, mais on joue vraiment le jeu, on l'éteint. On respire, on peut marcher, boire un thé, regarder les nuages. C'est comme si on était en mode avion, mais sans décoller. En second, il y a le rituel de respiration régulée. Le souffle, c'est la Wi-Fi du corps. Ça se pratique pendant 5 minutes. Pour cela, on s'installe confortablement, le dos droit, les yeux clos. On inspire sur 5 secondes. Vous bloquez la respiration pendant 5 secondes. On expire sur 5 secondes. Et enfin, vous bloquez la respiration sur 5 temps. Alors, pas besoin d'appli pour respirer, c'est intégré depuis la naissance. Les effets, une baisse du stress, un retour au calme et puis une meilleure concentration. Puis, il y a le rituel de marcher pour mieux penser. C'est le rituel de micro-marche. Ça se pratique entre 10 et 15 minutes par jour. Pour cela, on sort, on laisse son téléphone, vraiment. On observe les couleurs, les sons, les sensations. Vous verrez, c'est fou comme les idées reviennent quand on s'éloigne du Wi-Fi. Et puis, si vous voulez mettre une petite variante, vous marchez pieds nus, chez vous, dans l'herbe. Mais ça, c'est si la météo et votre dignité le permettent. Le rituel numéro 4, alors j'en parle souvent, c'est celui du carnet de décharge, le journal intime du cerveau, si vous voulez. Donc là, 5 à 10 minutes par jour, ça suffit. Vous écrivez tout ce qui vous traverse l'esprit, sans filtre. Alors attention, on ne relit pas, on pose juste ses notes. C'est comme vider le cache de son navigateur, mais en mode émotion. Vous verrez, les effets sont bénéfiques. Allègement mental et puis surtout meilleure qualité du sommeil. Le dernier rituel, c'est le rituel sonore apaisant. On peut le pratiquer n'importe où. C'est ce que j'appelle la playlist anti-burnout. Pour que ce soit efficace, il faut à peu près 10 à 20 minutes. Pour cela, vous fermez les yeux, vous respirez et vous vous laissez porter. Vous écoutez une musique douce, des sons de nature, pluie, vagues, feux de bois, chants d'oiseaux. Ces sons sont souvent assimilés à des bruits blancs organiques. Ou alors, tout simplement, un podcast, mais calme. Alors, pour cela, il suffit de créer sa playlist dite déconnexion. Et ça, vous pouvez l'utiliser en cas de surcharge. Merci David. De rien. Donc, t'es musclé, hein. Comment tu crois? Non, mais on dirait, on dirait pas comme ça, et on est tous surpris sur le plateau. Alors, ce sont 5 rituels qui sont simples, qu'on peut pratiquer seul, entre amis, en famille. On a bien vu, le stress, il est partout, mais comme l'expliquait Alix, le calme aussi. Donc, il faut savoir l'apprécier d'un geste, d'un mot, d'un silence. Et comme des fois me le dit mon téléphone quand il se met en mode avion, David, vous êtes hors ligne, profitez-en. Exactement. Merci David. Bon, comme vous l'avez compris, c'est une émission et ça fait déjà 1 heure. Alors, comme on peut pas faire plus, je le regrette vivement parce qu'avec Frédéric, on aurait pu y passer la nuit avec tout ce qu'il a à nous raconter. Ce que je vous propose, on va le réinviter parce qu'il est passionnant et comme il n'a pas dit 1% de tout ce qu'il avait à dire là-haut, posez-nous les questions
que vous souhaitez que l'on aborde. On avait déjà certains thèmes, évidemment, mais posez-nous les questions dans les commentaires en dessous et on va réinviter Frédéric et on va aller encore plus loin. Et surtout, peut-être, l'émission que nous avons faite aujourd'hui, réécoutez-la, parce qu'elle était riche, il y avait plein de choses, réécoutez-la à nouveau, tranquillement, il y a plein d'idées qui ont été données pour que, justement, vous puissiez prévenir un tant soit peu le stress dans lequel vous pouvez être plongé, parfois dans le travail, avec des réunions désobligeantes ou devant des animaux. Alors, Céline. En tout cas, mille merci à vous, Frédéric, vraiment merci d'être venu jusque-là, c'était passionnant, et vous allez revenir, vraiment, si vous êtes d'accord, parce que c'est super. Merci à vous tous, belle soirée, et à la semaine prochaine. Bye bye.